Philippe Stark, bonjour. Bonjour, Merci de nous accueillir c'est à un votre plaisir. agence. Vous êtes l'un des représentants majeurs de nos professions de création, reconnus en France et à l'étranger depuis plusieurs décennies. Autant pour votre travail d'architecture extérieure que d'intérieur. Vous êtes créatif, designer, décorateur, architecte, sémiologue aussi, je crois avoir lu. Comment vous définissez-vous? Alors, comment je me définis? Comme un simple citoyen qui a, en naissant, a signé un contrat avec sa communauté pour lui rendre service. Je crois que quand on naît, il y a ce contrat qui nous attend tous de participer à l'évolution de notre espèce animale. Et donc, pour moi, c'est pas un choix. Après, la façon dont on l'applique, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on peut. Moi, j'ai eu du bol. Je suis malade mental, je suis neurodivergent, et donc la seule chose que je savais faire et que je sais faire, c'est créer. Enfin, d'essayer de créer en tout cas. Donc, je crée tous les jours, nuit et jour, pendant les vacances, tout le temps. Il n'y a pas de vacances justement, pour voir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux proposer pour que nous, les animaux humains, on puisse avoir une meilleure vie ou un truc qui monte un peu vers le haut, l'esprit, qui fasse rire, qui fasse sourire, qui rende amoureux, qui réveille, des fonctions simples en fait. Merci. J'aimerais évoquer avec vous aujourd'hui trois thèmes qui sont au cœur du projet européen New Bauhaus, lancé par la Commission européenne il y a 3 ans et en cours de développement par le Conseil européen des architectes d'intérieur. L'éco-responsabilité dans la conception du projet. L'éco-responsabilité est aujourd'hui un élément fondamental dans le processus de conception. Comment, Philippe, abordez-vous cette problématique, cet enjeu dans votre travail? Alors, l'éco-responsabilité, c'est une question qui ne devrait même pas exister, dans la mesure où ce n'est pas une question, c'est pas un choix, c'est une obligation, auquel d'ailleurs, heureusement, on est de plus en plus obligé par la réalité, par l'urgence et par la violence de l'urgence, mais même par les lois. Ça montre bien à quel point c'est quand même sérieux. Donc, il n'y a pas de êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce que vous... Bah forcément. Alors moi, j'ai eu de la chance, une chance énorme. C'est pas parce que je suis intelligent, parce que je suis plutôt bête, mais j'ai rencontré quand j'avais 16 ans, autrement dit il y a 2 siècles, un écologiste américain qui m'a tout expliqué. Donc moi, je suis quasiment né dedans. Coup de bol. Mais j'ai quand même compris, puis après j'ai suivi les Fournier, les GB, les choses comme ça, les gens qui m'ont appris. J'ai même tourné dans des films d'ailleurs comme ça. Enfin, c'est pour ma petite histoire, pour dire que il y a de multiples façons. La première façon, c'est d'inciter à ne pas acheter, à ne pas consommer. Autrement dit, c'est de dire, je dis à les gens qui sont censés être mes clients, c'est bien, vous aimez ma chaise. Mais avant de l'acheter, est-ce que vous pouvez vous poser la question, en avez-vous vraiment besoin? Et je peux vous assurer, hélas pour moi et heureusement pour vous, qu'à 80%, vous verrez que vous n'en avez pas besoin. Dans ce cas-là, n'achetez pas. Ça, au moins, ça règle un gros sujet sur l'écologie. L'autre, la suite, c'est que si vous dites j'en ai besoin, dans ce cas-là, il faut acheter avant tout un produit intemporel, un produit à longue durée de vie, très longue durée de vie. Autrement dit, faut pas acheter ça pour vous ou pour votre vie ou pour l'été, bien pire. Il faut l'acheter pour vous, pour votre fille et pour la fille de votre fille, au minimum. Pour ça, il faut choisir une création qui n'est pas à la mode. Il faut être totalement hors mode, être intemporel. Car tout ce qui est à la mode se démode. Et donc, vous allez jeter 3 ans plus tard un objet qui fonctionne encore bien, tout ça parce qu'il n'est plus à la mode. A contrario, vous pouvez avoir un objet qui a été mal fabriqué. Mal fabriqué parce qu'il a été fabriqué par des gens vénaux qui ont pris le mauvais plastique, le mauvais métal, le mauvais machin. Et le truc que vous avez acheté est toujours bien parce qu'il est timeless, il est intemporel, mais hélas, il est cassé. Donc, en fait, il faut choisir tout. D'abord, choisir si on achète, si on n'achète pas. Puis après, il faut choisir, savoir reconnaître
sans tomber dans les pièges de la mode, puisque c'est des grands pièges, puisque toute la publicité, tous les médias sont faits pour ça, pour nous faire acheter de la mode, et après, comprendre un petit peu ce que c'est que de la matière. Après, dans le rôle du producteur, c'est d'utiliser le moins possible d'énergie, le moins possible de matière, et d'utiliser donc pour cela des matières naturelles ou pas. Mais moi, quand j'utilise du bois, par exemple, j'utilise du contreplaqué ultra fin. Et pour qu'il soit fin, qu'il résiste, on l'utilise en 3 dimensions ou en 2 dimensions, plus ou moins, plus. Après, j'utilise les matières de synthèse, parce que je crois qu'il n'y a rien de plus beau que les matières que l'homme a inventées. Donc, au début, c'était pas évident de suivre l'écologie puisqu'il n'y avait pas d'éco-plastique, mais aujourd'hui, ça existe. Ça n'existe pas encore violemment, c'est encore légèrement compliqué, mais on est vraiment sur les dernières années de la difficulté. Aujourd'hui, chez Flo, j'ai des lampes entièrement en bioplastique, j'ai déjà des meubles depuis plusieurs années sur le marché entièrement plastique. Si vous prenez une chaise de cartel comme AI a été le premier objet industriel produit en masse fait par l'intelligence artificielle, il y a 7 ans. À l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. Aujourd'hui, pour avoir le même résultat que AI, il faut 1 minute. Stunk. Nous, on a mis 3 ans avec Autodesk en Californie. Mais quand on voit une chaise dessinée par AI avec le programme du minimum de matière, minimum d'énergie, on a donc le minimum d'énergie pour la faire. On a le minimum de matière au poids. Si cette chaise, comme elle est maintenant, est faite en écoplastique, on appelle les quadratures du cercle. On a quelque chose de créatif, fonctionnel, durable, intemporel, puisqu'il n'y a aucune culture, donc il n'y a pas de mode possible, et matériellement impeccable. Donc voilà, alors on pourra en parler des heures et des heures de ça, mais déjà c'est quelques règles qui paraissent pas trop compliquées à faire. L'importance de l'esthétique dans l'environnement bâti de l'être humain, de Charlotte Perriand à André Poutman, en passant par Pierre Paulin, Pierre Gariche, Michel Boyer ou vous-même, pour ne citer que quelques noms, on constate l'importance de l'esthétique dans la création de nos habitats, de nos boutiques, de nos bureaux, de nos hôtels. Un engouement encore exacerbé par les périodes de confinement liées au Covid. Comment voyez-vous l'évolution de cette tendance, en particulier dans notre culture occidentale et européenne? Est-ce selon vous cela le futur de l'habitation ou l'habitat du futur? Tel que vous l'exprimez, en employant le mot esthétique, il n'y a pas d'avenir pour ce que vous venez de décrire. Car quelque chose qui est basé sur l'esthétique est justement quelque chose de temporel. Ce que l'on trouve esthétique aujourd'hui ne sera pas esthétique, on ne le trouvera pas esthétique dans 10 ans, on le retrouvera esthétique dans 30 ans, et ça sera totalement oublié dans 40 ans. Donc, on ne peut pas construire sur le beau. C'est un mot futile, un mot valise, qui empêche de réfléchir. Donc, si on doit employer un mot facile et valise, je dirais que le bon est plus pratique. Le bon est plus juste. Je préfère avoir un environnement bon pour moi qu'un environnement beau pour moi, puisque vous voyez déjà que ça marche pas, presque grammaticalement. Simplement, il faut que ce soit bon. Bon à tout égard. Bon pour la planète, bon pour les ouvriers qui ont travaillé dessus, bon pour les gens qui les ont vendus, bon pour les gens qui l'ont fait, bon pour les gens qui vont vivre avec, bon pour les gens qui vont s'asseoir dessus, bon pour les gens qui ont travaillé pour gagner de l'argent pour se l'acheter, bon pour les enfants, les petits-enfants qui vont le recevoir. Bon est amplement suffisant. L'esthétique n'est plus du tout un paramètre parce que c'est devenu simplement un mot-clé pour vendre tout et n'importe quoi. Le mot beau se rapproche de plus en plus de la vénalité. La rénovation du bâti et les nouveaux usages à inventer. Un des enjeux du projet European New Bauhaus, construire moins. Nous aimerions avoir votre sentiment sur le fait que la rénovation de l'existant devient un enjeu économique. Et nous pensons qu'il ne s'agit pas simplement de rénover l'architecture du bâtiment existant, mais d'inventer des modes de vie différents de ceux pour lesquels ces bâtiments ont été conçus. Pensez-vous qu'il soit possible, voire que ce soit l'un des rôles de l'architecte d'intérieur, d'inventer et de proposer des nouveaux modes de vie, de nouveaux usages
de l'espace de vie. Alors, avant de parler de nouveaux modes de vie grâce à la rénovation, la construction, la destruction, ce qu'on veut, il faut déjà quand même parler de la réalité de tout ça. Aujourd'hui, la construction traditionnelle est morte. C'est impossible. Il n'y a plus de savoir-faire, donc vous avez un résultat très mauvais. C'est fabuleusement cher. Les délais sont inconséquents et les gens s'en foutent, ce qu'il faut. Ça ne fonctionne plus. Le pourcentage du coût des imperfections, des malfaçons représente 70% du coût des travaux. Donc, ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Donc, aujourd'hui, il faut prôner absolument quand c'est possible, une architecture industrielle, donc une architecture préfabriquée en 2 dimensions ou en 3 dimensions, autrement dit par panneau ou par module. Vous allez me dire, oh, ça va être triste. Non. La tristesse viendrait simplement de l'architecte qui utilise ça et qui n'a pas assez d'imagination. Donc, je ne crois qu'à ça. Et aujourd'hui, je n'accepte plus aucun mode autre de construction, car c'est le seul qui est capable de tenir la qualité, la longévité, tous les paramètres d'isolation et ainsi de suite, et de tenir ses prix et de tenir ses délais. C'est comme si vous achetiez une voiture. En général, quand vous allez voir Monsieur Renault et que vous lui achetez une voiture, vous choisissez une voiture sur vos moyens, avec des jantes larges, avec un autoradio, avec un siège chauffant, ou ainsi de suite, comme vous pouvez payer. Mais quand vous avez signé le bordereau de commande, et il a dit le 15 février, en général, vous l'avez le 15 février, comme vous l'avez commandé. Ce qui n'arrive pas du tout, dans la construction aujourd'hui. Donc, on parle beaucoup de rénovation. Oui, peut-être, dans certains cas. Mais je crois, hélas, que la rénovation ne peut s'appliquer qu'à des bâtiments exceptionnels, qu'on va rénover plus pour des raisons culturelles ou sentimentales qu'autre chose. La rénovation coûte beaucoup, beaucoup plus cher, avec tous les aléas en bien pire que ce qu'on vient de raconter, que du préfabriqué. Donc, rénovation, ce n'est pas du tout une panacée. Pas du tout, du tout, du tout. Il n'y a rien de pire qu'une rénovation. Tous les jours, vous apercevez que, tiens, merde, la poutre, elle était pourrie, la descente de toilette, elle n'est peut-être pas là. Et en fait, c'est un puits des Danaïdes, c'est un puits sans fond, une rénovation. Vous ne savez pas du tout où vous allez. Si un particulier veut rénover une maison, on peut considérer à notre époque qu'il va faire faillite, qu'il est mort. Il n'a pas assez d'argent pour le faire. Pour rénover aujourd'hui, il faut être riche, patient et avoir des nerfs d'acier. Je déconseille sérieusement. Mais pour certains lieux où c'est peut-être un peu plus facile, pour certains lieux un peu iconiques, oui, pourquoi pas, mais ça, c'est déjà ce qu'on fait. Alors, les nouveaux modes de vie, le nouveau mode de vie, déjà, un mode de vie qui me paraît important, c'est que les gens puissent se l'acheter. Ça paraît con, mais que les gens puissent s'acheter leur habitat, c'est pas mal. Car aujourd'hui, on a un peu de tout, sauf qu'il y a aussi des millions de gens qui n'ont rien, et en particulier un toit pour abriter leur famille. Donc, comme si je suis mon raisonnement de production industrielle de l'habitat, aujourd'hui, on peut construire une maison pour le prix d'une voiture. Allons-y. Aujourd'hui, il y a des dirigeants en Amérique du Sud qui passent des commandes de 1 million de maisons à 20 000 $. Évidemment, évidemment, il faut le faire. Mais il faut le faire avec noblesse, il faut le faire avec générosité, il faut le faire avec respect, il faut le faire avec gentillesse. Et je ne vous cache pas que c'est aujourd'hui mon but principal. Philippe, pour cette intervention, pour ces réponses qui sont effectivement les vôtres, et voilà, et que je respecte, bien sûr. En tout cas, merci de nous avoir reçus. Mais c'est gentil, merci.